Bonjour, je suis Marie et je vous présente ce tout nouveau podcast dans lequel j'ai voulu donner la parole aux viticulteurs pour bien cerner leurs besoins avant d'aller chercher les réponses du côté des meilleurs experts en la matière. Dans chaque épisode, on abordera ensemble un thème précis que nous prendrons le temps d'approfondir au maximum. Et ce en 3 temps, témoignages, expertise et solutions. Des antennes dans les vignes, un podcast de Syngenta. Dans cet épisode, nous allons aborder la question des auxiliaires de la vigne avec 2 spécialistes, Johanna Villeneuve-Chasset, docteur en entomologie et écologie du paysage, et Christopher Sénéchal, expert agriculture durable Syngenta. Ne vous laissez pas surprendre. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec les témoignages de viticulteurs. Ils sont 5. Pierre, qui cultive dans le Pays d'Oc, Amandine, pas très loin, sur son domaine de Causse, dans l'Hérault, Numa, à Saint-Gilles, dans les Costières de Nîmes, et Christophe, à Châteauneuf-du-Pape. Je leur ai demandé comment ils géraient les auxiliaires de la vigne sur leur parcelle. On gère les auxiliaires déjà en employant des produits plus doux pour la faune et la flore. C'est la principale action qu'on peut faire. Alors moi, les auxiliaires, j'enherbe un rang sur 2 et je laboure un rang sur 2. Et mon enherbement, j'essaye de le laisser un peu monter dans la période estivale. Donc après, ça dépend aussi si c'est très très sec ou pas. Mais de façon à ce que au mois de juin c'est en pleine fleur et donc que ça puisse venir polliniser et se mettre dans notre vigne. Nous on la gère, on a déjà des ruches qu'on balade un peu dans le vignoble, on a fait des petits bosquets, on a planté, on fait un peu comme de la permaculture. On est enherbé un rang sur 2, donc c'est de l'enherbement qu'on sélectionne et qu'on sème et qu'on maîtrise, c'est-à-dire qu'on va tondre à un instant T. On fait tout pour amener de la vie dans le vignoble. J'essaye aussi de garder le peu de bois que j'ai autour de mes vignes et je me pose les questions à pourquoi pas essayer de planter des haies pour essayer de favoriser la biodiversité, que ce soit les auxiliaires, les insectes ou bien encore des espèces d'oiseaux ou autres. Donc on traite la nuit, on demande à l'apiculteur d'enlever les abeilles, les ruches sur cette période. Et ensuite, donc il n'est fait que des bacillus pour limiter l'impact sur la faune auxiliaire. Complexe la gestion des auxiliaires dans les vignes. Merci beaucoup aux viticulteurs pour ces précieux témoignages. Alors comment et pourquoi les préserver ces auxiliaires ? Avec nous maintenant pour répondre surtout aux viticulteurs, je reçois Johanna Villeneuve-Chasset. Bonjour. Bonjour. Johanna, vous êtes docteure en entomologie et écologie du paysage. Est-ce que vous diriez qu'il faut préserver tous les auxiliaires ou simplement que certains sont plus importants que d'autres ? Alors pour moi, il est important de préserver tous les auxiliaires puisqu'ils font partie de la biodiversité fonctionnelle. Donc cette biodiversité qui est utile pour la protection des cultures. Et donc il faut penser que si on a des nouveaux ravageurs, des nouveaux phytophages qui posent problème parce qu'ils sont exotiques ou parce qu'ils deviennent résistants aux produits phytosanitaires, qu'on puisse avoir leurs ennemis naturels qui soient présents sur place. Donc voilà, il est important d'avoir au moins un réservoir de biodiversité pour pouvoir contrer les futurs phytophages qui pourraient poser problème demain. Et c'est bien possible puisque par exemple on voit sur colza la grosse altice qui posait pas du tout de soucis jusque dans les années 2000, d'un seul coup ça pose problème. Donc on s'intéresse vraiment aux ennemis naturels et pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont pas là, enfin voilà. Donc il faut toujours avoir un réservoir de biodiversité. Est-ce que chaque ravageur possède son cortège d'auxiliaires ? Les ravageurs, ce sont des phytophages qui ont leurs propres ennemis naturels. Donc ce sont des prédateurs, par exemple, on peut trouver sur la vigne des cicadelles ou des tordeuses. Et donc leurs ennemis naturels peuvent être des prédateurs, comme les chrysopes ou les araignées prédatrices, notamment les araignées sauteuses, qui arrivent à attraper en plein vol les cicadelles, donc elles sont très adaptées. Et on trouve aussi des hyménoptères parasitoïdes,
donc qui, contrairement aux parasites, ils vont tuer forcément leur proie. Et donc, ils sont essentiels puisqu'il faut savoir que chaque insecte a son ou ses parasitoïdes. Donc, les populations de phytophages sont régulées, heureusement, par ces ennemis naturels qu'on peut appeler donc auxiliaires, puisqu'ils sont utiles pour nous en tant qu'agriculteurs ou jardiniers. Quelles sont les actions principales, celles qu'il faut impérativement mener pour profiter de l'action des auxiliaires ? Eh bien, il faut connaître absolument le cycle de vie de ces auxiliaires, donc leurs besoins, leurs habitats, donc leur site d'alimentation. Donc, il faut savoir que, bien sûr que ces auxiliaires, ils sont prédateurs au stade larvaire, mais les adultes ont une autre alimentation. Et notamment chez les chrysopes, les adultes sont floricoles, ont besoin de pollen et de nectar pour pouvoir se reproduire. Donc, il faut du coup des fleurs pour les chrysopes, par exemple, mais aussi pour d'autres auxiliaires. Les hyménoptères parasitoïdes également ont besoin de pollen et de nectar. Et puis, il faut des sites de refuge pour s'abriter des différentes conditions météo, des sites d'hivernage que peuvent être les haies ou les greniers, par exemple pour les chrysopes, puisqu'elles hivernent au stade adulte. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Des sites de repos qui puissent se reposer la journée ou la nuit selon les espèces. Concrètement, donc, il faut préserver ceux qui sont présents, modifier les pratiques pour favoriser leur venue et les introduire dans la parcelle. Alors, question simple, comment favoriser leur présence ? Eh bien, donc en apportant tous les sites d'alimentation avec les proies hautes de substitution, les plantes qui fournissent du pollen et du nectar, et donc tous les autres sites essentiels pour leur cycle de vie et qui sont des habitats. Et donc, ça peut être des haies, où on va implanter des essences plutôt locales qui fleurissent la plus grande période possible, donc de février où on trouve les noisetiers jusqu'au mois de septembre-octobre où on retrouve le lierre, et entre deux on a par exemple le sureau ou le tilleul qui fleurissent à la fin du printemps voire début de l'été. Et puis les fleurs, les plantes herbacées qui puissent fleurir si on leur laisse la possibilité, avec soit des semis, donc en bordure ou dans les interrants, soit tout simplement avec des plantes spontanées, mais avec une gestion pour avoir de plus en plus de fleurs sauvages qui viennent donc comme ça spontanément. Donc en appauvrissant normalement le sol, donc ce qu'on va faire plutôt en bordure, avec une fauche et exportation. Et on va retrouver de plus en plus de fleurs. 2 solutions, en résumé, haies et enherbement. L'enherbement paraît le plus important. Expliquez-nous pourquoi. Alors, moi, je fais des relevés dans différents châteaux, par exemple, dans différents vignobles aussi, ailleurs. Et on se rend compte qu'effectivement, quand les interrants sont enherbés, mais en tout cas, surtout fleuris, qui puissent offrir des plantes qui puissent fleurir et donc être source de pollen et de nectar, on voit les populations d'insectes qui explosent. Et c'est pas forcément des insectes nuisibles. Au contraire, ce sont des insectes intéressants, voire utiles. Donc on a des pollinisateurs, des guêpes qui sont prédatrices notamment de cicadelles, mais aussi de pucerons ailés, même de tordeuses. Il y a certaines guêpes qui capturent des chenilles pour nourrir leurs petits. Et puis, souvent, ces insectes ont besoin d'alimentation mixte. Ils peuvent avoir besoin aussi de pollen. Ils peuvent être prédateurs même au stade adulte, mais aussi avoir besoin de pollen. Mais surtout, ce qui est important, c'est vraiment ça, c'est quand les interrants sont fleuris, la population d'insectes explose dès la première année. Et donc déjà, quand on fait des relevés, on voit des indicateurs de biodiversité beaucoup plus élevés. Et au fur et à mesure des années d'installation comme ça d'interrants fleuris, on commence à voir des choses très intéressantes, notamment des contrôles de population de nuisibles ou de ravageurs, de phytophages. Arrêtons-nous maintenant sur la question des fleurs. Communément, on fauche à ras, ce qui laisse très peu de fleurs. Est-ce que c'est une mauvaise pratique ? Alors, tout dépend de ce qu'on a, en fait. Si on a un enherbement spontané, des fois, il peut être
intéressant de tondre, entre guillemets, régulièrement, de faucher régulièrement, parce qu'on va avoir quelques plantes rampantes qui peuvent être intéressantes également. Du coup, ça va apporter une autre diversité. Donc, par exemple, on peut avoir un interrant enherbé spontanément avec une fauche régulière, donc avec des plantes rases qui fleurissent, qui ont besoin de lumière et donc du coup qui ont besoin d'être fauchées régulièrement pour pouvoir fleurir. Avoir un enherbement avec, par exemple, de la fauche avec exportation, où on va retrouver de plus en plus de légumineuses qui vont arriver spontanément. Un autre interrant où on va semer des fleurs, alors par exemple un mélange pas trop cher avec des fabacées, justement des légumineuses, des espèces un peu plus cultivées. Et pourquoi pas encore un quatrième enherbement avec des semences de fleurs sauvages, par exemple un mélange un peu plus complexe. Et là, on va retrouver des fleurs prairiales, par exemple, qui peuvent très bien pousser dans des vignobles. Et là, on va apporter plus de diversité floristique et donc forcément plus de diversité en insectes. Et ce qui dit aussi une grande diversité d'insectes, ça laisse peu de place justement à des insectes qui vont pulluler parce que donc ils sont plutôt ravageurs parce qu'ils se trouvent sur leur plante haute qui est la vigne. En fonction des régions, de la géographie, du climat, on imagine qu'il y a des différences, que l'on soit dans le nord ou dans le sud par exemple. Comment gérer son enherbement ? Alors c'est vrai on peut voir des différences, hein. Mais si on regarde ce qui pousse spontanément, on voit que par exemple dans le sud-est, on a beaucoup de carottes, d'anettes, de fenouil qui poussent spontanément. Ce sont des plantes sauvages et qui résistent très bien à la sécheresse. Donc il y a des semenciers de fleurs sauvages qui ont très bien compris ça. Et on voit très bien que dans ces vignobles-là qui sont fleuris de manière des fois spontanée avec ces fleurs sauvages-là, mais aussi semées, avec toujours ces fleurs-là, on a beaucoup plus d'auxiliaires et pas de problème de tordeuse. On a comparé des parcelles qui étaient des fois côte à côte avec une modalité, par exemple une parcelle avec des bandes fleuries ou en tout cas des fleurs sauvages ou pas. Par exemple, on voit des parcelles de vignes où des fois il y a des cultures dans les interrants ou à proximité, donc ça peut interagir. Donc c'est toujours très intéressant. Merci Johanna Villeneuve-Chasset pour votre sourire et votre expertise. De rien. Merci à vous. On retrouve maintenant nos viticulteurs avec une autre interrogation cruciale, celle de l'équilibre entre protection des cultures et auxiliaires. On leur a demandé comment ils faisaient et manifestement, ce n'est pas simple. Après ça, c'est mûrement réfléchi, c'est des années et des années d'essais. On va adapter en fait surtout l'enherbement qu'on va semer. On va définir qu'est-ce qu'on recherche, quoi. C'est-à-dire si c'est pour que ça amène de l'azote, si c'est pour que ça baisse les rendements, si c'est pour que, il y a une multitude de paramètres à gérer. Donc c'est vraiment au cas par cas. En fonction, le but c'est de connaître son vignoble au maximum et de pouvoir intervenir et faire les choses de la manière dont on aura mûrement réfléchi le sujet, quoi. Après, c'est dans le choix aussi des insecticides. J'essaie d'utiliser, alors maintenant, donc justement avec la confusion sexuelle, déjà je n'utilise plus d'insecticides pour les tordeuses. Et on a toujours ce problème de flavescence dorée sur le secteur. Et moi, je suis dans un GEDON, donc au lieu des 3 traitements obligatoires, j'en ai plus qu'1 parce que je fais des observations, des tournées d'observation pour voir si j'ai pas de population d'adultes et si j'ai pas de symptômes sur mes vignes. Et donc, ça me permet d'utiliser en fait sur toute la campagne seulement un insecticide au lieu de, si je faisais pas de confusion et pas de GEDON, j'en utiliserais 5. Et donc, le fait d'utiliser seulement un insecticide que j'essaye de choisir le plus neutre possible pour ces auxiliaires-là, je pense que, mine de rien, j'essaye de... Voilà, je fais tout pour essayer de ne cibler que cette cicadelle et de ne pas tuer les autres insectes et auxiliaires. Alors, en fait, à travers les abeilles, on a mis en place des polycultures de plantes, notamment de mellifères. Donc on a des haies déjà qui sont préservées, des haies, des bois, c'est très boisé. Et ensuite donc on a mis en place plusieurs variétés de fleuris mellifères, facilis, coquelicots, lavande, et ensuite multifleuris sur le vignoble, en tout cas sur une grande partie du vignoble. Donc à travers l'abeille, on essaye de mettre en avant la faune auxiliaire. Merci encore à Pierre, à Amandine, Numa et Christophe. Ils nous rappellent combien ce travail d'équilibriste est délicat.
Alors, comment s'y prendre? C'est toute la question. Pour y répondre, je suis allée à la rencontre de Christopher Sénéchal, expert agriculture durable Syngenta. Je lui ai d'abord demandé s'il y avait un juste milieu entre la nécessaire présence des auxiliaires et la protection des vignes. Alors, ce juste milieu, il existe, c'est sûr. Les comptages qui sont réalisés sur les vignobles investis sur cette thématique montrent bien qu'on arrive à concilier, je dirais, une production et une biodiversité intéressante sur ce volet auxiliaire. Ce qu'on sait, c'est que plus ce socle de biodiversité est large, plus on a des équilibres complexes qui sont en place sur le vignoble, et moins il y a d'intensité dans les attaques de ravageurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour les viticulteurs. Par rapport à cet équilibre, évidemment, il faut le cultiver. On va dire que le viticulteur est un peu le gardien de cet équilibre. Donc d'un côté, par la lutte raisonnée, l'aménagement de son paysage, il va pouvoir influencer ces équilibres. Et après, il va devoir veiller à aussi, je dirais, ne pas transformer certains aménagements en pièges. Johanna parlait par exemple de fleurs présents dans la vigne. Le viticulteur va devoir veiller à ne pas transformer cette zone-là en zone mortifère lors d'une intervention phytosanitaire. Donc à ce moment-là, un broyage avant le traitement pourra parfois être nécessaire pour justement gérer cet équilibre. Ce qui sera important, c'est la capacité du milieu à fournir des nouveaux auxiliaires, donc avoir des zones réservoirs autour de la parcelle traitée pour justement réinvestir le milieu dans les jours qui succéderont au traitement. Des jours précieux qu'il faut compter, ce qui nous amène à la question du timing. Doit-il être précis? Est-ce qu'il y a des moments clés pour positionner la lutte sans trop toucher aux auxiliaires? Écoutez sa réponse. Alors, c'est difficile de parler d'un timing précis, je dirais, pour l'ensemble des auxiliaires. Un viticulteur parlait tout à l'heure des abeilles. Il est clair que dès qu'on va parler des pollinisateurs, on va essayer d'intervenir en dehors des périodes de butinage, qui correspondent généralement aux bonnes périodes de la journée, où les températures sont clémentes et la luminosité plutôt élevée. Donc pour ne pas toucher ce type d'auxiliaire, on va plutôt intervenir soit très tôt le matin, soit tard le soir. Mais il y a d'autres auxiliaires présents, je dirais, au sein même de la vigne, qui peuvent par exemple avoir une activité plus nocturne. Donc c'est pour ça que c'est difficile d'avoir un message général, je dirais, sur les interventions. Donc encore une fois, on va surtout regarder la capacité du milieu à fournir des auxiliaires qui viendront remplacer les éventuels auxiliaires qu'on a éventuellement touchés lors de l'intervention phytosanitaire. Et là, on va retrouver cette importance d'avoir des bords de champs, des haies et finalement de l'enherbement qui va très vite régénérer ces populations d'auxiliaires dans le vignoble. Et c'est pour ça que finalement, quand on aborde cette question-là, il faut penser bien plus loin qu'intervention phytosanitaire. Il faut aller sur la gestion des enherbements, la gestion des aménagements paysagers, puisque un broyage ou une fauche va aussi avoir cet effet, on va dire, impactant sur la quantité d'auxiliaires présents dans le vignoble. Donc ça aussi, c'est à intégrer dans le timing du raisonnement du viticulteur. Beaucoup d'éléments à prendre en compte et pas de recette miracle donc, mais quand même, de bonnes pratiques à observer pour un maximum de protection des auxiliaires. Notre expert fait le point. Je dirais pour commencer une bonne connaissance du sujet par le viticulteur, puisque c'est la base de tout. Ensuite, évidemment, quand l'agriculteur va construire son programme phytosanitaire, il essayera d'intégrer les ENI, ce qu'on appelle les effets non intentionnels, sur les auxiliaires pour essayer d'avoir un programme le moins impactant possible, sachant qu'on sait qu'aujourd'hui les programmes sont de plus en plus sélectifs, donc ça c'est plutôt une bonne chose pour la biodiversité. Ensuite viendront, je dirais, les choses un peu plus basiques, la bonne dose de produits au bon moment, appliquée en bonnes conditions climatologiques. Ensuite, quelque chose qui se voit de l'extérieur, c'est-à-dire la qualité de pulvérisation. On pense notamment à la dérive. On imagine bien qu'une mauvaise pulvérisation peut à un moment donné conduire à avoir un effet négatif, puisque si on met du produit sur une haie, sur une bande enherbée, sur une zone qui finalement n'est pas destinée à en recevoir, mais c'est dommage puisqu'on affecte les auxiliaires de cette zone qui sont pour nous le réservoir du vignoble. Donc la qualité de pulvérisation et le réglage du pulvérisateur va être primordial. Et on va encore le citer, mais on citera pour terminer l'aménagement du territoire qui, par sa capacité à conserver des réservoirs et des stocks d'auxiliaires, nous permettra de régénérer rapidement le milieu.
Un milieu dont il faut prendre soin, on l'aura compris, notamment parce que sa richesse contribue à la protection des cultures. Merci infiniment à Christopher Sénéchal pour ses précieux conseils et merci encore à l'entomologiste Johanna Villeneuve-Chasset d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous venez d'écouter Des antennes dans les vignes sur le thème des auxiliaires de la vigne et j'ai été ravie de passer ce moment avec vous, de trouver des réponses aux questions des viticulteurs. J'espère surtout que, comme moi, vous avez appris beaucoup de choses utiles que vous pourrez appliquer dans vos vignobles. Ce podcast vous a été proposé par Syngenta et s'il vous a plu, n'hésitez pas à partager cet épisode, à le liker et nous laisser des commentaires. Enfin, bien sûr, ne vous laissez pas surprendre. Syngenta France SAS, numéro d'agrément MP02249, distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale. Et pour l'environnement, conformément au principe de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les conditions d'emploi et les usages, doses et conditions préconisées, se référer à l'étiquette du produit ou www.syngenta.fr. Produits pour les professionnels. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.